Je m'appelle Gareth, j'ai 27 ans, et je suis allongé aux soins intensifs après qu'un conducteur a grillé un feu rouge et a brisé mon corps. Pendant 5 jours, mes appels désespérés à mes parents sont allés directement sur leur messagerie vocale pendant qu'ils réconfortaient ma sœur Bridget à travers sa crise, une dépression nerveuse à cause de couleurs de peinture pour son nouvel appartement. Leur choix était clair, sa crise de colère passait avant mon traumatisme. J'ai donc appelé mon meilleur ami Marcus, qui se trouve être avocat. Et quand mes parents ont fini par se présenter, ils ont découvert exactement ce que leur négligence allait leur coûter. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez, et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà été l'enfant oublié de votre famille. En grandissant à Seattle, mon enfance semblait normale de l'extérieur. Nous vivions dans une maison respectable de 2 étages dans un bon quartier avec des pelouses bien entretenues et des voisins sympathiques qui organisaient des barbecues en été. Mon père, Harold, travaillait comme directeur de l'ingénierie, et ma mère, Diane, dirigeait une entreprise prospère de design d'intérieur. Pour quiconque passait par là, nous étions l'image même de la réussite banlieusarde. 2 parents, 2 enfants et un golden retriever nommé Baxter. Mais à l'intérieur de ces murs, une réalité différente existait, une réalité qu'il m'a fallu des années pour comprendre pleinement. Le plus ancien souvenir que j'ai d'avoir reconnu que quelque chose n'allait pas remonte à mes 7 ans. J'avais été inscrit au tableau d'honneur et j'avais rapporté un certificat, le présentant fièrement au dîner. Mon père l'a regardé brièvement, a hoché la tête et est retourné à son journal. Ma mère a dit « C'est bien, Gareth », avant de se tourner immédiatement vers ma sœur de 4 ans, Bridget, qui avait gribouillé quelque chose avec des crayons de couleur ce jour-là. « Regardez ce chef-d'œuvre », s'est exclamée ma mère, en plaçant le dessin de Bridget sur le réfrigérateur où il resterait pendant des mois. Mon certificat n'a plus jamais été mentionné. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance. Quand j'ai remporté la 2e place à la foire scientifique de l'État à 12 ans, mes parents ont manqué la cérémonie parce que Bridget avait un spectacle de danse où elle était l'une des 30 filles de la troupe. Quand j'ai été accepté dans 3 grandes universités avec des bourses, le dîner de célébration a été écourté parce que Bridget était contrariée de ne pas avoir été invitée à la fête d'anniversaire d'un camarade de classe. Mes réussites étaient saluées par des hochements de tête obligatoires, tandis que les moindres accomplissements ou déceptions de Bridget devenaient des urgences familiales. J'essayais de comprendre. Je me disais que Bridget avait peut-être besoin de plus d'attention. Qu'elle était peut-être plus sensible. Je suis devenu l'enfant facile, autonome, demandant peu et réclamant encore moins. J'ai excellé sur le plan académique, j'ai fait partie de l'équipe de natation du lycée et j'ai finalement obtenu une bourse d'études complète pour étudier l'informatique à l'université de Washington. À travers tout cela, je continuais d'espérer qu'un jour mes parents me verraient vraiment, et m'offriraient le même soutien inconditionnel qu'ils donnaient à ma sœur. Après l'université, j'ai décroché un poste dans une entreprise technologique en pleine croissance et, en l'espace de 3 ans, j'ai été promu 2 fois. Le mois dernier, je suis devenu le plus jeune chef de projet de l'histoire de l'entreprise. Quand j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, mon père a dit « C'est super, mon fils », avant d'expliquer immédiatement qu'il devait abréger l'appel parce que Bridget avait du mal à choisir ses cours pour son diplôme d'art. Sa 3e tentative pour trouver une spécialisation qui corresponde à son esprit créatif. Au fil des ans, je me suis construit une vie séparée de ma famille. J'ai déménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville, je me suis fait des amis qui m'appréciaient et j'ai même commencé à voir un thérapeute, le docteur Melissa Quin, qui m'a aidé à reconnaître les schémas de négligence émotionnelle qui avaient façonné mon enfance. Ce que vous décrivez, m'a-t-elle dit lors de notre 3e séance, est une dynamique classique d'enfant roi et de bouc émissaire. Votre sœur a été positionnée comme le centre émotionnel de la famille, tandis que vous avez été relégué au rôle de celui qui doit s'adapter aux besoins de tous les autres. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais elle m'a aussi libéré. J'ai commencé à fixer des limites, limitant mes visites à la maison aux grandes fêtes et réorientant les conversations lorsqu'elles devenaient entièrement centrées sur Bridget. Mes parents ont remarqué ces changements et ont parfois fait des efforts pour montrer plus d'intérêt pour ma vie, mais ces moments étaient éphémères. L'attraction gravitationnelle des besoins de Bridget finissait toujours par l'emporter. Mon ami le plus proche tout au long de ce parcours était Marcus, que je connaissais depuis l'école primaire. Il avait été le témoin direct de cette dynamique lors des innombrables après-midi qu'il avait passés chez moi en grandissant. Devenu un brillant avocat spécialisé dans le droit de la famille et les préjudices corporels, Marcus m'encourageait souvent à prendre de la distance pour mon propre bien-être.
La famille est importante, disait-il lors de nos soirées bières mensuelles, mais pas aux dépens de ton estime de toi. Malgré tout, une petite partie de moi espérait encore un changement. Je fantasmais sur un moment de prise de conscience de la part de mes parents, un tournant qui transformerait notre relation. C'était peut-être naïf, mais je ne pouvais pas éteindre complètement cette lueur d'espoir qu'un jour ils m'estimeraient autant qu'ils estimaient Bridget, qu'ils accouraient à mes côtés si j'avais vraiment besoin d'eux. Que le sang se révélerait plus fort que l'eau quand cela compterait vraiment. Je ne réalisais pas que j'étais sur le point de soumettre cet espoir à l'épreuve ultime, ni que la réponse serait d'une clarté dévastatrice. Le mardi 12 avril a commencé comme n'importe quel autre jour de travail. Je me suis réveillé à 6h30, j'ai fait mon jogging matinal dans le quartier, j'ai pris une douche et j'ai avalé mon petit déjeuner habituel composé de café et d'une barre protéinée. Les prévisions météorologiques promettaient l'une de ces rares et parfaites journées de printemps à Seattle, 20 degrés Celsius avec un ciel dégagé, une pause bienvenue après la bruine habituelle. J'ai décidé de porter mon nouveau costume bleu marine car je devais présenter le projet de notre équipe au conseil d'administration cet après-midi-là. Cette présentation accaparait mes soirées depuis des semaines. Notre équipe avait développé une nouvelle interface d'accessibilité qui pourrait révolutionner la façon dont les personnes malvoyantes interagissent avec nos logiciels. En tant que chef de projet, il me incombait de convaincre les dirigeants d'allouer des ressources supplémentaires pour la commercialiser. J'avais répété mes arguments jusqu'à ce qu'ils soient naturels, je m'étais préparé à toutes les questions possibles et j'avais créé des diapositives de secours pour toutes les questions techniques. Quand je suis arrivé au bureau, mon équipe s'est réunie pour une dernière répétition. Jason, mon collègue le plus proche et le développeur principal du projet, m'a donné une tape encourageante dans le dos. « Tu vas assurer, Garrett ?» a-t-il dit en ajustant ma cravate. « Cette présentation est en béton, et toi aussi. » À 14h, nous étions assis dans la salle de conférence aux parois de verre du 32e étage avec une vue spectaculaire sur le Puget Sound en guise de décor. J'ai connecté mon ordinateur portable, pris une grande inspiration et commencé. Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai été dans mon élément, expliquant notre vision avec assurance, passant fluidement des détails techniques complexes au potentiel du marché, répondant aux questions avec précision et clarté. Quand j'ai terminé, la pièce est restée silencieuse un instant avant que la PDG, Victoria Chang, ne hoche la tête d'un air approbateur. C'est exactement le genre d'initiative d'avenir qui distingue notre entreprise, a-t-elle déclaré. Vous aurez le budget et les membres d'équipe supplémentaires. Je veux que cette interface soit incluse dans notre prochaine version majeure. La célébration qui a suivi fut modeste mais sincère, des cupcakes dans la salle de pause, des emails de félicitations inondant ma boîte de réception, et des sourires sincères de collègues qui savaient combien nous avions travaillé dur. Jason a insisté pour prendre une photo d'équipe, en disant « C'est une photo pour l'histoire, les amis. » Garrett vient de décrocher la plus grande approbation de projet du trimestre. J'ai appelé mes parents en sortant du bâtiment, impatient de partager ce succès. Mon père a répondu, l'air distrait. J'ai rapidement expliqué la présentation et l'approbation de la PDG. C'est bien, a-t-il dit, la voix lointaine. Écoute, on peut se parler plus tard? Bridget a des problèmes avec le bail de son appartement, et nous sommes en chemin pour rencontrer le gestionnaire immobilier. Bien sûr, ai-je répondu, la déception familière s'installant dans ma poitrine. On se parle plus tard. Plutôt que de laisser ce rejet habituel gâcher ma journée, j'ai décidé de profiter du beau temps. Au lieu de prendre le bus pour rentrer comme d'habitude, j'ai opté pour le vélo en utilisant le programme de vélo en libre-service de la ville. L'exercice me viderait la tête, et l'itinéraire pittoresque le long du front de mer serait un moyen idéal de célébrer cela en privé. J'en étais à 5 km de mon trajet, traversant une intersection alors que le feu était vert pour moi, quand c'est arrivé. Plus tard, des témoins diront à la police que le conducteur du SUV rouge regardait son téléphone, manquant complètement le feu rouge. Je ne me souviens que d'un éclat de rouge dans ma vision périphérique, du crissement des freins appliqués trop tard, puis d'un impact horrible qui m'a projeté dans les airs. Le temps a semblé ralentir de manière irréelle. Je pouvais voir le ciel bleu au-dessus de moi, ressentir la pesanteur de mon corps décrivant un arc dans l'espace, entendre les cris lointains des piétons. Puis est venue la réception. Une collision violente avec l'asphalte qui a brisé ma jambe gauche, fait les 4 côtes, cassé mon bras droit et projeté ma tête protégée par mon casque contre le trottoir avec une force suffisante pour provoquer ce que les médecins décriraient plus tard comme un traumatisme crânien grave. La douleur a été immédiate et accablante, une agonie brûlante qui a envahi chaque terminaison nerveuse.
Je pouvais sentir le goût du sang dans ma bouche, la chaleur de l'humidité se propageait sous moi, et le fait que mes membres n'étaient pas dans une position normale. Autour de moi, une foule s'est rassemblée. Quelqu'un appelait le 911. Une femme s'est agenouillée à côté de moi, me disant de ne pas bouger, que les secours arrivaient. À travers le brouillard de la douleur, j'ai reconnu un autre visage. Jason, qui rentrait chez lui en voiture par le même itinéraire. Garrett, oh mon Dieu, son visage est apparu au-dessus de moi, pâle de choc. Tiens bon, mon pote. L'ambulance est en route. J'ai essayé de parler, mais respirer était en soi un défi atroce. Chaque inspiration superficielle m'enfonçait des poignards dans la poitrine. À travers des mots brisés, j'ai réussi à formuler ma pensée la plus urgente, appel. Mes parents. Le hurlement des sirènes s'est rapproché. Les ambulanciers sont arrivés, leurs gestes efficaces et urgents alors qu'ils stabilisaient mon cou, évaluaient mes blessures et me transféraient avec précaution sur un plan dur. J'ai capté des bribes de leur jargon professionnel, fractures multiples possibles, hémorragie interne, diminution des bruits respiratoires à gauche, score de Glasgow de 11, tout cela dressant le portrait d'un traumatisme grave. Dans l'ambulance, un masque à oxygène sur le visage, je perdais et reprenais conscience. L'ambulancier continuait de me parler, essayant de me garder éveillé. Reste avec nous, Garrett. Quel est ton contact d'urgence? Qui devons-nous appeler? À travers le masque, j'ai haleté le numéro de mes parents. S'il vous plaît, dites-leur que je ne vais peut-être pas m'en sortir. La peur de mourir sans les revoir m'a submergé, provoquant des larmes qui se sont mélangées au sang sur mon visage. Le dernier souvenir que j'ai avant de perdre complètement connaissance est celui de l'ambulancier au téléphone, vraisemblablement avec mes parents, disant « Monsieur, votre fils a eu un accident critique et est en cours de transfert vers le centre médical Arborview. Vous devez venir immédiatement. » Puis l'obscurité m'a emporté à notre arrivée au centre de traumatologie. J'ai appris plus tard par Jason, qui avait suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital, qu'il avait lui aussi essayé d'appeler mes parents à plusieurs reprises pendant que j'étais en chirurgie d'urgence. Il a fini par les joindre à sa 4e tentative. Il semblait inquiet, me dira Jason des jours plus tard, l'expression soigneusement neutre, mais ils ont dit qu'ils s'occupaient de quelque chose avec ta sœur et qu'ils viendraient dès qu'ils le pourraient. Je leur ai dit que tu étais dans un état critique, que les médecins n'étaient pas sûrs. Sa voix s'est tue, l'implication étant claire. Même avec ma vie en suspens, ils avaient choisi de donner la priorité à la crise, quelle qu'elle soit, de Bridget. Pendant que les chirurgiens s'affairaient à réparer mon poumon perforé, à réduire mes os brisés et à traiter l'hémorragie dans mon cerveau, mes parents étaient introuvables. Et lorsque j'ai été transporté, encore inconscient, dans l'unité de soins intensifs avec des tubes et des fils surveillant chaque fonction vitale, les 2 chaises vides à côté de mon lit en disaient long sur ma place dans la hiérarchie des besoins de ma famille. Le retour à la conscience a été progressif, une lente et douloureuse progression à travers les couches de médicaments et de traumatismes. D'abord sont venus les sons, le bip rythmique des moniteurs, le grincement des chaussures à semelles en caoutchouc sur le linoléum, les conversations étouffées des professionnels de santé. Puis les sensations, l'intrusion inconfortable d'un tube respiratoire dans ma gorge, la piqûre des aiguilles de perfusion dans mes bras, la douleur sourde et lancinante qui semblait englober tout mon corps. Enfin, j'ai ouvert les yeux sous les néons agressifs des soins intensifs. Une infirmière l'a remarqué immédiatement. « Il est réveillé », a-t-elle dit à voix haute, se penchant sur moi avec un sourire rassurant. « Garrett, je suis l'infirmière Tanya. Vous êtes au centre médical Arborview. Vous avez eu un accident, mais vous êtes stable maintenant. Essayez de ne pas bouger. » Bouger était bien la dernière chose à laquelle je pensais alors que toute l'étendue de mes blessures se rappelait à moi. Chaque respiration me transperçait la poitrine. Ma jambe gauche, surélevée et enserrée dans un fixateur externe complexe, battait au rythme de sa propre douleur. Mon bras droit reposait immobilisé sur ma poitrine. Le docteur Eleanor Winter s'est apparu à mon chevet, ses yeux bienveillants contrastant avec la gravité de son expression. « Garrett, je suis votre chirurgienne traumatologue. Vous avez été inconscient pendant 2 jours. Vous avez subi plusieurs blessures graves lors de l'accident, notamment un traumatisme crânien, 4 côtes cassées, un poumon perforé, une fracture ouverte du fémur gauche. Une fracture de l'humérus droit et une hémorragie interne qui a nécessité une opération d'urgence. Nous vous avons stabilisé, mais vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Vous aurez besoin d'autres opérations à la jambe,
et nous surveillons de près votre fonction cérébrale. 2 jours. J'avais été inconscient pendant 2 jours entiers. Alors que le brouillard dans mon esprit se dissipait légèrement, j'ai réussi à formuler une question d'une voix rauque, après qu'ils ont retiré le tube respiratoire, mes parents? Le docteur Winters et l'infirmière Tania ont échangé un regard qui en disait long. Nous avons appelé les contacts d'urgence de votre téléphone, a dit Tania avec précaution. Aucun membre de la famille n'est encore venu vous voir, mais votre ami Jason est venu plusieurs fois. Il a apporté vos effets personnels. Elle a désigné mon téléphone sur la table de chevet. L'absence de ma famille a créé un vide qui faisait plus mal, d'une certaine manière, que mes blessures physiques. Sûrement qu'après 2 jours durant lesquels j'aurais pu mourir, ils seraient venus. Même pour Bridget, ils auraient tout abandonné pour une telle urgence. Quand Tania est partie s'occuper d'autres patients, j'ai péniblement attrapé mon téléphone de ma main encore semi-fonctionnelle. 3 appels manqués de Jason, 2 de Marcus, aucun de mes parents. J'ai d'abord composé le numéro de ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Gareth, c'est toi? Mon chéri. Maman. Ma voix s'est brisée, en partie à cause du tube qui m'avait traversé la gorge, en partie sous le coup de l'émotion. Je suis à l'hôpital. J'ai eu un accident. C'est très grave. Oh, nous savons, mon grand. Jason nous a appelés. Nous avons été si inquiets. Son ton traduisait de l'inquiétude, mais pas la panique que j'aurais attendue d'une mère dont le fils avait failli mourir. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Les larmes me montaient aux yeux. C'était très juste, maman. J'aurais pu mourir. Il y a eu un silence, puis une conversation étouffée de son côté. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan, puis celle plus aiguë de Bridget, visiblement agitée. Nous voulons venir, mon chéri. Vraiment, nous le voulons, a fini par dire ma mère. Mais Bridget traverse un moment très difficile en ce moment. Elle vient d'emménager dans son nouvel appartement, et il y a eu une erreur dans les couleurs de peinture. Ils ont tout peint en beige au lieu de la nuance spécifique des crus qu'elle avait choisie. Et tu sais à quel point elle est sensible avec son espace de vie, surtout avec son tempérament d'artiste. Elle a fait des crises d'angoisse toute la journée. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Je restais là allongé, des tuyaux sortant de mon corps brisé, la morphine apaisant à peine la douleur, à écouter ma mère m'expliquer que l'insatisfaction de ma sœur face à des couleurs de peinture passait avant mon combat pour la vie. Maman, ai-je dit, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je suis aux soins intensifs. Le médecin a dit que j'avais failli mourir. J'ai eu une hémorragie cérébrale. Ma jambe est maintenue par des broches métalliques. Je vais peut-être devoir être opéré à nouveau. J'ai fait une pause, espérant que la réalité s'imposerait à elle. Est-ce que papa peut venir, au moins? Autre concertation étouffée. Il doit vraiment aider avec l'entrepreneur de peinture, mon chéri. Ils essaient de reprogrammer les travaux et tu sais comment sont ces gens si on ne reste pas derrière eux. Est-ce qu'on peut essayer de venir demain? Est-ce que ça ira? Est-ce que ça irait? Comme si je leur demandais de venir à un déjeuner décontracté, et non de s'asseoir à côté de ce qui aurait pu être mon lit de mort. Bien sûr, ai-je chuchoté, trop épuisé et le cœur trop brisé pour argumenter. Tout au long de la journée, j'ai somnolé, me réveillant face à la douleur constante et à l'absence encore plus constante de ma famille. L'infirmière Tania venait me voir fréquemment, son expression se faisant de plus en plus préoccupée en constatant qu'aucun visiteur n'arrivait. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pourrions appeler pour vous, a-t-elle demandé gentiment. Jason est venu après son travail, m'apportant une carte signée par tous les membres de notre équipe. Son visage ne pouvait cacher son choc devant mon état, ni son malaise lorsqu'il a réalisé que ma famille n'était toujours pas là. Ils ont dit qu'ils viendraient aujourd'hui, a-t-il mentionné maladroitement. Les embouteillages, peut-être. Les couleurs de peinture, ai-je répondu, la morphine me rendant plus directe que d'habitude. L'appartement de Bridget a été peint dans la mauvaise nuance de beige. L'expression de Jason est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à une colère soigneusement contenue. Tu es sérieux? C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. J'ai tenté un haussement d'épaule qui a envoyé une décharge de douleur dans ma clavicule. L'enfant roi a une crise. Comme d'habitude. Ce soir-là, j'ai essayé d'appeler à nouveau. Cette fois, c'est Bridget qui a répondu, sa voix se lançant immédiatement dans son propre drame sans même me demander comment j'allais.
Gareth, tu ne croirais pas quel cauchemar cela a été, s'est-elle plainte. Tout l'appartement ressemble à une chambre d'hôpital avec cet affreux beige. J'avais spécifiquement choisi les crus parce qu'ils complètent mon énergie créative et maintenant je vais devoir vivre avec cette erreur pendant des mois à moins qu'ils ne puissent la corriger tout de suite. J'ai littéralement fait des crises de panique. Maman a dû me donner un de ses Xanax. J'ai fermé les yeux, sentant une larme couler sur ma tempe pour se perdre dans mes cheveux. Bridget, j'appelle des soins intensifs. Est-ce que maman et papa t'ont dit ce qui m'est arrivé? Oh oui, Jason a appelé pour ton accident de vélo. Son ton laissait entendre qu'elle parlait d'un accrochage mineur. Ça a l'air vraiment douloureux. Est-ce que tu as de bons médicaments au moins? Elle a ri légèrement de sa propre plaisanterie. J'ai failli mourir, Bridget. Je vais peut-être encore devoir être opéré. Les médecins s'inquiètent de la blessure à la tête. Ma voix sonnait étrangère à mes propres oreilles, plate, sans émotion. Oh mon Dieu, c'est tellement effrayant, a-t-elle dit soudainement, semblant saisir un tout petit peu mieux la situation. On va carrément venir te voir dès qu'on aura réglé cette histoire de peinture. Peut-être demain, maman et papa ont promis de m'aider à superviser les travaux de peinture, et je ne peux pas le faire seul avec mon anxiété. Après cet appel, je suis resté allongé dans l'obscurité de ma chambre d'hôpital, écoutant le bip des machines qui surveillaient mes fonctions vitales, et j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de distinct de mes blessures physiques. Une dernière illusion s'était envolée, la croyance que dans une véritable urgence, ma famille serait là pour moi. Le lendemain matin, le docteur Winters est venu discuter de la prochaine opération dont j'aurais besoin pour ma jambe. Elle a hésité avant de partir. Gareth, j'ai remarqué que votre famille n'est pas venue vous voir. Y a-t-il une raison pour laquelle ils n'ont pas été prévenus? Ils savent, ai-je dit simplement. Ils sont occupés avec la crise de peinture de l'appartement de ma sœur. Le regard qui a traversé son visage professionnel en disait long. Je vois. Avez-vous quelqu'un d'autre qui pourrait être là pour vous soutenir? Ces blessures sont graves et la convalescence sera difficile. J'ai pensé à Marcus, le fidèle Marcus qui avait vu clair dans la dynamique de ma famille bien avant moi. Oui, ai-je dit. Je voudrais appeler mon ami Marcus. Il est avocat. Je pense que je dois apporter des modifications à mes directives anticipées et à ma procuration médicale. Le docteur Winters a hoché la tête, comprenant exactement ce que je disais. Je vais demander au médiateur de l'hôpital de venir vous parler de cela. Cet après-midi-là, j'ai appelé mes parents une dernière fois. Mon père a répondu, l'air harcelé. Gareth, comment tu te sens, mon fils? Comme si j'avais été percuté par un SUV, ai-je répondu sèchement. Est-ce que maman et toi venez aujourd'hui? Eh bien, nous sommes en plein milieu de cette situation avec l'entrepreneur de peinture. Ils essaient de facturer un supplément à Bridget pour repeindre, affirmant que le changement de couleur n'était pas inclus dans le devis initial. De vrais escrocs. J'ai passé toute la matinée au téléphone avec eux. Papa, ai-je dit, lui coupant la parole. Je dois être opéré de la jambe demain. Les médecins veulent savoir si ma famille sera là. Il a semblé sincèrement indécis un instant. Laisse-moi voir avec ta mère. Nous avons promis à Bridget de l'emmener faire les magasins pour trouver de nouveaux rideaux assortis à la couleur de peinture corrigée. C'était la goutte d'eau de trop. Ne vous dérangez pas, ai-je dit d'une voix étrangement calme. J'appelle Marcus. C'est lui qui sera mon mandataire médical à partir de maintenant. Ton quoi, Gareth? Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes tes parents. Oui, ai-je acquiescé. Vous l'êtes, mais vous n'êtes pas là, n'est-ce pas? Au revoir, papa. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Marcus. Quand il a répondu, je ne me suis pas embarrassé de formules de politesse. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit, la voix brisée. Je suis aux soins intensifs à Arborview, et j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Marcus est arrivé à l'hôpital 45 minutes plus tard. Son costume habituellement impeccable était froissé d'avoir couru pour quitter le tribunal, ses yeux étaient écarquillés par le choc en me voyant. Jésus-Christ, Gareth, a-t-il soufflé, s'approchant prudemment du lit, comme s'il avait peur de déranger le matériel médical qui m'entourait. Jason a dit que c'était grave, mais je n'en avais aucune idée. J'ai une sale mine, hein? J'ai tenté un sourire qui devait ressembler davantage à une grimace. Marcus a approché une chaise de mon lit,
son expression passant du choc au regard concentré que je lui connaissais lorsqu'il était en mode professionnel. « Raconte-moi tout », a-t-il dit. « L'accident, tes blessures, et pourquoi tes parents ne sont pas installés dans cette chambre en ce moment même. » Je lui ai tout raconté. L'accident, les opérations, les appels répétés à mes parents et leur choix systématique de privilégier la crise de peinture de Bridget. Pendant que je parlais, j'observais le visage de Marcus se durcir, le muscle de sa mâchoire se contractant à chaque nouveau détail. « Laisse-moi récapituler », a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Tu es aux soins intensifs depuis près de 5 jours après un accident qui a failli te coûter la vie, tu fais face à une nouvelle opération demain, et tes parents ne sont pas venus une seule fois parce que ta sœur fait une crise de nerfs pour des couleurs de peinture ?» Présentée de manière si crue, la situation semblait encore plus absurde qu'elle ne l'était en réalité. C'est à peu près ça. Marcus a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos de mes blessures, du matériel médical, de la chambre des soins intensifs. Des preuves, a-t-il expliqué. Juste au cas où. Au cas où quoi? Au cas où nous devrions établir un schéma de négligence et d'abandon. Sa voix était calme, mais habitée par une colère contenue. Garrett, nous devons parler de questions juridiques tout de suite. S'il se passe quelque chose pendant l'opération demain et que tu te retrouves hors d'état de décider, ce sont tes parents qui prendraient les décisions médicales pour toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Cette pensée m'a glacé le sang, et cela n'avait rien à voir avec la climatisation poussée de l'hôpital. Non, ai-je dit fermement. Je veux que ce soit toi. Marcus a hoché la tête. Nous pouvons rédiger une procuration de soins de santé d'urgence et un mandat de protection future. J'ai apporté les documents en prévision de cette nécessité. Il a sorti des papiers de sa mallette. Nous aurons besoin d'un témoin. Ton infirmière ou ton médecin accepterait probablement. L'infirmière Tania, qui suivait ma situation avec une inquiétude grandissante, a volontiers accepté de signer comme témoin. J'ai vu trop de cas où les dynamiques familiales compliquent les soins médicaux, a-t-elle dit en signant. Vous avez besoin de représentants qui seront réellement présents. Pendant que Marcus s'occupait des documents juridiques, le docteur Winter s'est entré pour parler de l'opération du lendemain. Après avoir expliqué la procédure pour réparer ma fracture complexe du fémur, elle a hésité. Garrett, je ne commande pas habituellement les affaires personnelles, mais en tant que médecin, je m'inquiète de votre système de soutien pour votre convalescence. Cette blessure nécessitera une rééducation intensive. Aurez-vous de l'aide à la maison? Avant que je ne puisse répondre, Marcus est intervenu. Il aura tout le soutien dont il a besoin, docteur. Je m'en assurerai personnellement. Il lui a tendu sa carte de visite. Je suis son avocat et désormais son mandataire médical. Veuillez s'il vous plaît lui adresser toutes les informations à l'avenir. Le docteur Winters a haussé un sourcil mais a hoché la tête. Je vais mettre votre dossier à jour en conséquence. Elle s'est tournée vers moi. Après son départ, Marcus s'est assis à mes côtés, son attitude professionnelle s'adoucissant. J'ai appelé Jason. Lui et certains de tes collègues organisent un roulement pour t'aider une fois que tu seras sorti. J'ai aussi parlé avec ta compagnie d'assurance pour les options de soins à domicile. Et j'ai commencé les démarches pour une poursuite pour préjudice corporel contre le conducteur qui t'a percuté. Son assurance devrait couvrir tes frais médicaux et tes pertes de salaire. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai ressenti autre chose que de la douleur et de l'abandon, de la gratitude pour cette famille de cœur qui se rassemblait autour de moi. Merci, Marcus. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est ce que fait une vraie famille, a-t-il dit simplement. Elle est là. Plus tard cet après-midi-là, Marcus examinait les documents d'assurance avec moi quand mon téléphone a sonné. C'était le numéro de ma mère. J'ai répondu en haut-parleur pour que Marcus puisse entendre. Garrett, nous essayons de te joindre. Ma mère semblait irritée, comme si je les avais délibérément évités. Je suis juste ici, maman, aux soins intensifs, là où je me trouve depuis 5 jours. Eh bien, nous prévoyons de venir demain. La situation de peinture de Bridget est enfin résolue, Dieu merci. L'entrepreneur a accepté de tout refaire dans le bon ton et cru sans frais supplémentaires après que ton père l'a menacé de poursuites judiciaires. Le visage de Marcus s'est assombri. Je l'ai vu compter jusqu'à 10 dans sa tête avant de se pencher vers le téléphone. Madame Andrew, ici Marcus Delgado, l'avocat de Garrett.
Je tiens à vous informer que je suis désormais le mandataire médical et le représentant légal de votre fils pour les questions de santé. Toutes les décisions concernant ses soins passeront par moi à partir de maintenant. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Son avocat? Garrett, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aurais-tu besoin d'un avocat à l'hôpital? Parce que j'ai failli mourir, maman, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Et ni toi ni papa n'avez pris la peine de venir me voir parce que Bridget faisait une crise pour de la peinture. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter pour prendre des décisions si quelque chose tourne mal pendant l'opération demain. L'opération demain. Elle semblait sincèrement alarmée à présent. Tu ne nous as pas parlé d'opération. Je l'ai dit à papa ce matin. Il a dit que vous aviez promis d'emmener Bridget acheter des rideaux. Autre silence. Alors nous serons là demain matin à la première heure. C'est ridicule, Garrett. Nous sommes tes parents. Tu n'as pas besoin d'un avocat. En fait, est intervenu Marcus, en se basant sur vos actions de ces 5 derniers jours, je dirais qu'il en a besoin. Sachez que nous avons documenté votre absence et les motifs de celle-ci. Nous avons également entamé les démarches pour vous retirer tous les deux en tant que bénéficiaires de l'assurance vie et des comptes de retraite de Garrett. Vous ne pouvez pas faire ça. A halté ma mère. En fait, il le peut, a répondu froidement Marcus. Et il l'a fait. Maintenant, Garrett a besoin de repos avant son opération de demain. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour revoir vos priorités. Bonne journée, Madame Andrew. Il a raccroché et m'a regardé. Désolé si j'ai dépassé mes limites, mais quelqu'un devait leur clarifier la situation. J'ai secoué la tête, ressentant un mélange étrange d'anxiété et de soulagement. Non, tu as dit exactement ce qui devait être dit. J'espère juste qu'ils ne vont pas venir ici et faire une scène. S'ils le font, m'a assuré Marcus, je m'en occuperai. Je suis là pour ça. Ce soir-là, alors que Marcus s'était éclipsé pour aller dîner, l'infirmière Tania est venue vérifier mes constantes. Votre ami avocat est un fameux défenseur, a-t-elle commenté avec un léger sourire. Nous ne voyons pas souvent ce genre de loyauté de la part d'amis. Il voit la dynamique de ma famille depuis des années, ai-je expliqué. Il comprend probablement mieux que quiconque. Elle a hoché la tête en ajustant ma perfusion. Vous savez, en 20 ans de carrière, j'ai vu toutes sortes de familles. Parfois, celles que nous choisissons sont plus fortes que celles dans lesquelles nous sommes nés. Elle m'a tapoté doucement la main. Essayez de dormir un peu. Demain est un grand jour. Alors que je m'endormais sous l'effet des analgésiques, je me suis retrouvé à penser à la famille, à ce qu'elle devrait signifier par rapport à ce qu'elle avait réellement représenté dans ma vie. Pendant 27 ans, j'avais accepté ma place de second choix, celui dont les besoins passaient toujours après les caprices de Bridget. Allongé, brisé sur un lit d'hôpital, j'étais enfin prêt à exiger davantage, non seulement d'eux, mais pour moi-même. Le lendemain matin, Marcus est arrivé tôt, vêtu d'un costume propre et apportant du café pour lui et des liquides clairs autorisés pour moi. Grand jour, a-t-il dit en posant sa mallette. Opération à 11 heures, c'est ça? J'ai hoché la tête, l'anxiété me nouant l'estomac. En partie pour l'intervention elle-même, mais encore plus pour l'inévitable confrontation avec mes parents. Comme s'il lisait dans mes pensées, Marcus a ajouté, j'ai parlé avec la sécurité de l'hôpital. Ils sont au courant de la situation. Si vos parents créent des perturbations, ils seront escortés dehors. À 9h30, alors que l'infirmière Tania vérifiait mes constantes préopératoires, j'ai entendu des voix familières dans le couloir, la voix contrôlée de ma mère essayant de soutirer des informations au bureau des infirmières, le grondement plus grave de mon père s'enquérant de mon état. Et les plaintes indéniables de Bridget à propos du parking de l'hôpital. Tania m'a regardé. Votre famille. Malheureusement, ai-je confirmé. Pouvez-vous demander à Marcus d'entrer? Il s'est éclipsé pour prendre un appel. Elle a hoché la tête et est sortie, croisant mes parents et ma sœur sur le pas de la porte. Le choc sur leur visage aurait été presque comique dans d'autres circonstances. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père a blêmi visiblement, et même l'égocentrisme perpétuel de Bridget s'est fissuré un instant lorsqu'ils ont pris la mesure de mon état, le fixateur externe maintenant ma jambe brisée, les plâtres, le matériel de surveillance, les ecchymoses visibles sur chaque partie exposée de mon corps. Oh mon Dieu, a chuchoté ma mère, s'approchant lentement. Garrett.
Salut, maman. Papa, Bridget, ai-je gardé ma voix neutre? Bienvenue au 5e jour de mon hospitalisation. Mon père a fait un pas en avant, l'expression mêlée d'inquiétude et de défensive. Mon fils, je sais que tu es en colère contre nous, mais il n'y a pas besoin d'avocat et de changer des documents juridiques. Nous sommes là maintenant. Maintenant, ai-je répété, après que j'ai failli mourir, après plusieurs opérations, après que je vous ai appelé et supplié de venir, après que vous avez décidé que la crise de peinture de Bridget était plus importante que mon urgence vitale. Bridget s'est agitée, mal à l'aise, ayant au moins la décence d'avoir l'air un peu embarrassée. Ce n'était pas juste à propos de la peinture, Gareth. Toute cette situation avec l'appartement était vraiment stressante pour moi. Tu sais que je fais de l'anxiété. De l'anxiété? J'ai laissé le mot planer dans l'air. J'ai un traumatisme crânien, Bridget. Ma jambe est maintenue par des broches métalliques. J'ai eu une hémorragie interne qui a nécessité une opération d'urgence. Mais s'il te plaît, parle-moi encore de ton anxiété face au beige et à l'écru. Ma mère est intervenue, son ton adoptant cette voix apaisante qu'elle utilisait toujours pour tenter de calmer les tensions familiales. Mon chéri, nous sommes tellement désolés de ne pas avoir pu venir plus tôt. Nous étions morts d'inquiétude pour toi, mais tu as toujours été si indépendant et fort. Bridget a besoin de nous d'une manière différente. C'est exact, ai-je dit, la clarté du moment cristallisant des années de ressenti en une mise au point parfaite. J'ai toujours été celui dont on attendait qu'il soit indépendant, qu'il comprenne, qu'il s'adapte. Depuis l'enfance, mes besoins sont toujours passés après les caprices de Bridget. J'ai accepté cela pendant des années parce que je pensais que c'était cela, la famille, se sacrifier les uns pour les autres. Mais cela n'a jamais été réciproque, n'est-ce pas? On attend de moi que je me sacrifie, jamais que je reçoive. Le visage de mon père a rougi. Ce n'est pas juste, Gareth. Nous t'avons toujours soutenu. Ah bon, ai-je contesté. La pièce est tombée dans un silence pesant, seulement rompu par le bip régulier de mon moniteur cardiaque. Marcus a choisi ce moment pour revenir, se tenant de manière protectrice près de mon lit. Vous devez être Marcus, a dit ma mère, tentant de détourner la conversation. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous vous remercions de soutenir Gareth, mais ces changements juridiques sont inutiles. Nous sommes ses parents. Être parent est un verbe, Madame Andrew, a répliqué froidement Marcus, pas seulement un nom. D'après ce que j'ai observé au cours des 20 ans où j'ai connu votre famille, et particulièrement ces 5 derniers jours, votre mari et vous avez systématiquement manqué à votre rôle de parent envers Gareth au moment où cela comptait vraiment. Mon père s'est avancé de manière agressive. Attendez une minute. Vous n'avez aucun droit de juger nos dynamiques familiales. Cela se passe entre nous et notre fils. C'est devenu mon affaire quand votre fils était allongé seul aux soins intensifs à appeler des parents qui ne venaient pas, a répliqué Marcus. Et légalement, c'est devenu mon affaire hier lorsqu'il a signé les papiers faisant de moi son mandataire médical. Des papiers qui ont été signés devant des témoins de l'hôpital qui s'inquiétaient de son manque de soutien familial. L'infirmière Tania, qui était revenue dans la pièce, a hoché la tête en confirmation. À mon avis professionnel, le patient a été abandonné par sa famille lors d'une urgence médicale critique. Cela sera consigné dans son dossier médical. Ma mère a blêmi à ces mots. C'est absurde. Nous ne l'abandonnions pas. Nous gérions une autre urgence familiale. Des couleurs de peinture, a dit platement Tania, qui avait entendu toute l'histoire. Pendant que votre fils avait des blessures mortelles, Bridget, qui était restée anormalement silencieuse, a soudainement éclaté en sanglots. Ce n'est pas juste. Tout le monde me fait passer pour un monstre. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Maman et papa ont juste dit que tu avais eu un accident, mais que tu étais stable. Ils ne m'ont pas dit que tu avais failli mourir. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois, j'ai vu non seulement l'enfant gâté qui avait absorbé toute l'attention de nos parents, mais aussi le produit de leur éducation dysfonctionnelle. On lui avait appris que chacune de ses émotions était une crise méritant toutes les ressources disponibles. On ne lui avait jamais demandé de faire passer les besoins des autres avant les siens. D'une certaine manière, elle était tout autant victime des priorités tordues de nos parents que je l'étais, mais d'une manière différente. Ce n'est pas entièrement de ta faute, Bridget, ai-je dit plus doucement. Mais c'est la réalité que nous avons créée en tant que famille et cela doit changer.
Le docteur Winters est entré, apportant une pause temporaire à la confrontation. Je dois parler avec Gareth des préparatifs finaux pour l'opération. Si vous êtes de la famille, vous êtes les bienvenus pour assister à cette discussion, mais j'ai besoin que tout le monde reste calme. Le bien-être de mon patient est ma priorité. Mon père a hoché la tête d'un air rigide. Nous sommes ses parents. Nous devrions participer à ces discussions. En réalité, a dit le docteur Winters en vérifiant ma fiche, je vois que Monsieur Delgado est le mandataire médical désigné. Légalement, c'est lui qui doit être présent, mais Gareth peut choisir de vous garder ici également s'il le souhaite. Tous les regards se sont tournés vers moi. Ils peuvent rester, ai-je dit. Ils devraient entendre cela. Le docteur Winters a expliqué efficacement la procédure, les risques et le processus de convalescence attendu. Quand elle a fini, elle a demandé s'il y avait des questions. Ma mère a levé la main comme une écolière. Dans combien de temps pourra-t-il être transféré dans un hôpital plus proche de chez nous? Nous vivons de l'autre côté de la ville et cet endroit n'est pas pratique. Le masque professionnel du docteur Winters s'est légèrement fissuré. Madame Andrew, votre fils a de multiples traumatismes graves. Il ne sera déplacé nulle part pour des raisons de commodité. Il a besoin des soins spécialisés en traumatologie disponibles dans cet établissement. Il sera probablement ici pour au moins une autre semaine, voire plus, suivi d'une rééducation intensive. Une semaine? Ma mère a semblé sincèrement contrariée. Mais nous avons des projets ce week-end. Le vernissage de l'exposition d'art de Bridget a lieu samedi. La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre l'horloge tic-taquer sur le mur. Le docteur Winters a regardé ma mère, puis moi, puis Marcus, son expression mêlant incrédulité et retenue professionnelle. Je vous laisse discuter des affaires familiales. Gareth, nous allons commencer à te préparer pour l'opération dans environ 30 minutes. Après son départ, j'ai regardé mes parents, un calme étrangement envahissant. Vous savez, j'ai passé ma vie entière à essayer de comprendre pourquoi je n'étais jamais assez bien pour vous. Pourquoi les moindres besoins de Bridget l'emportaient toujours sur mes plus grandes réussites ou mes urgences. Je pensais que si je réussissais assez, si je devenais assez fort, si j'avais assez peu besoin de vous, vous finiriez par me voir vraiment. Ma mère a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Cet accident a clarifié les choses pour moi. Vous ne me verrez jamais de la même façon que vous voyez Bridget, et cela ne changera pas. Mais ce qui peut changer, c'est ma façon de réagir. Marcus m'a tendu un dossier. Ce sont les documents dont nous avons parlé. Je les ai pris et j'ai regardé directement mes parents. Je vous ai retiré tous les deux en tant que bénéficiaire de ma police d'assurance vie, de mon fonds de retraite, et en tant que contact d'urgence sur mon lieu de travail. Marcus est désormais mon mandataire médical et l'exécuteur de mon testament. Ton testament, a bafouillé mon père. Tu as 27 ans. Tu n'as pas besoin d'un testament. Cette expérience suggère le contraire, ai-je répondu calmement. Je veux aussi que vous sachiez que le fonds fiduciaire de grand-mère Hélène qu'elle m'a laissé celui dont vous ne savez rien parce qu'elle l'a créé en privé avec moi quand j'ai eu 18 ans. Sachant déjà comment vous me traitiez, elle ne contiendra plus de clause pour soutenir Bridget s'il m'arrive quelque chose. Le visage de ma mère est devenu livide. Quel fonds fiduciaire? Maman ne t'a pas laissé d'argent. La maison et ses économies sont allées vers nous. La maison et ses économies, oui, mais pas ses investissements ni l'héritage de grand-père. Elle me les a légués directement dans une fiducie privée avec la condition que je pouvais l'utiliser pour soutenir Bridget si nécessaire. C'est une somme assez conséquente, plus de 2 millions de dollars aujourd'hui avec la croissance des placements. Elle savait que vous essayeriez de la contrôler si vous étiez au courant, alors elle a gardé cela entre nous et son avocat. Le choc sur leur visage confirmait que grand-mère Hélène avait bel et bien gardé son secret. Elle avait été la seule à voir clairement la dynamique familiale et avait pris des mesures pour me protéger à sa manière. Ce n'est pas sérieux, a dit mon père, la voix montant d'un ton. Tu nous coupes les vivres financièrement parce que nous n'avons pas pu tout abandonner immédiatement quand tu as eu ton accident. Non, ai-je rectifié. J'établis des limites parce que lorsque j'étais potentiellement mourant, vous avez choisi des couleurs de peinture plutôt que de venir à mon chevet. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaître que notre dynamique familiale est brisée et qu'elle l'a toujours été toute ma vie. Je ne participerai plus à une relation où je suis systématiquement traité comme secondaire. Bridget, qui pleurait doucement, a levé les yeux. Et moi?
Tu me coupes les vivres aussi? Tu me punis pour quelque chose que maman et papa ont fait? J'ai soupiré, ressentant le poids de mes blessures et l'épuisement émotionnel de cette confrontation. Un brancardier de l'hôpital est apparu à la porte. Nous devons préparer Monsieur Andrew pour l'opération maintenant. Marcus s'est levé. C'est notre signal. Je serai là pendant toute l'opération et la convalescence, Garrett. Quant au reste d'entre vous, s'est-il adressé à ma famille, je vous conseille de mettre ce temps à profit pour réfléchir à vos priorités. Garrett a clarifié sa position. La balle est dans votre camp maintenant. Ma mère, qui n'aimait pas perdre le contrôle facilement, a fait une dernière tentative. Nous sommes toujours tes parents, Garrett. Tu ne peux pas simplement nous remplacer par un ami avocat. Je ne vous remplace pas, ai-je dit alors que les brancardiers s'apprêtaient à me faire sortir. Je reconnais simplement ce qui a toujours été vrai. Quand j'ai vraiment besoin de quelqu'un, Marcus est là. Pas vous. Ce n'est pas un remplacement. C'est l'acceptation de la réalité. Tandis qu'on m'emmenait vers le bloc opératoire, j'ai aperçu ma famille figée dans ma chambre d'hôpital. Le visage de mon père rouge de colère, celui de ma mère pâle de choc, et celui de Bridget baigné de larmes avec la première lueur d'inquiétude sincère pour quelqu'un d'autre qu'elle-même que j'ai vu depuis des années. Quoi qu'il arrive pendant l'opération, je savais que plus rien ne serait jamais pareil entre nous. Et pour la première fois, cette prise de conscience n'apportait pas de tristesse, mais un soulagement. Les jours suivant l'opération se sont mélangés dans un brouillard d'analgésiques, de bilans de physiothérapie et de la présence constante de Marcus ou de Jason à mon chevet. Mes parents ont tenté de me rendre visite à nouveau 2 jours après notre confrontation, mais leur présence était tendue et inconfortable. Ils ont apporté des fleurs et des platitudes, mais sous la surface, le ressentiment bouillonnait, le leur d'avoir été contesté, le mien face à leur incapacité persistante à reconnaître le problème de fond. Bridget est venue seule le lendemain, à ma grande surprise. Elle s'est assise maladroitement sur la chaise des visiteurs, tripotant la lanière de son sac de créateur. L'appartement est joli, a-t-elle proposé après plusieurs minutes de conversation coincée. L'écru fait vraiment une différence par rapport au beige. Je l'ai simplement regardée, trop fatiguée pour la colère, attendant simplement qu'elle réalise à quel point cela sonnait dérisoire dans ce contexte. Elle a grincé des dents. C'était. Mon Dieu. C'était incroyablement déplacé, n'est-ce pas? Pour la première fois de sa vie peut-être, Bridget semblait se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait que mes problèmes ne sont pas toujours des urgences. Ai-je relancé lorsqu'elle s'est tue. Et je pense que tu as peut-être raison. Elle a regardé autour de la chambre d'hôpital, le matériel médical, le pied de perfusion, le bouton d'appel fixé à la barrière de mon lit. C'est une urgence réelle. Mes couleurs de peinture n'étaient que des préférences. Elle a croisé mon regard directement. Je suis désolé, Garrett. Pas seulement pour cette semaine, mais pour tout. Je n'avais jamais réalisé à quel point maman et papa t'ignoraient pour moi. Je prenais ça pour acquis. Ce n'était pas un éveil complet, mais c'était un début, une fissure dans les fondations de l'égocentrisme qui avait défini notre relation. Merci de dire cela, ai-je simplement répondu. Est-ce que tu nous coupes vraiment tous les vivres, a-t-elle demandé, la vulnérabilité perçant sous son assurance habituelle. Je ne coupe pas les vivres, ai-je rectifié. J'établis des limites, il y a une différence. Elle a hoché la tête lentement. Je commence une thérapie la semaine prochaine. Pas seulement pour l'anxiété, mais pour travailler sur le fait de ne pas tout ramener à moi tout le temps. Elle a esquissé un léger sourire. Il s'avère que quand ton frère manque de mourir et est encore traité comme un détail sans importance, ça force à réfléchir. C'était un début. Pas un pardon, pas une réconciliation, mais un début. La rééducation physique s'est révélée être un processus éreintant qui a mis à l'épreuve chaque once de ma détermination. La première fois que le kinésithérapeute m'a fait tenir debout, la douleur était si intense que j'ai failli m'évanouir. Chaque petite victoire, tenir debout pendant 30 secondes, faire 2 pas avec un déambulateur, plier mon genou de 5 degrés supplémentaires par rapport à la veille, se payer au prix de sueur, de larmes et de volonté. À travers tout cela, ma famille de cœur a prouvé sa valeur. Jason a organisé un planning avec mes collègues pour s'assurer que quelqu'un me rende visite quotidiennement, apportant des nouvelles du bureau, des repas faits maison approuvés par la diététicienne de l'hôpital et des distractions bienvenues.
Marcus s'est occupé des documents juridiques de la compagnie d'assurance pour la poursuite contre le conducteur distrait et a coordonné les démarches avec l'administration de l'hôpital. 2 semaines après l'accident, le docteur Winters a apporté des nouvelles encourageantes. Vos scanners cérébraux montrent une excellente amélioration. Le gonflement a considérablement diminué et il ne semble pas y avoir de séquelles cognitives à long terme. Votre poumon a également bien guéri. L'équipe d'orthopédie est satisfaite du résultat de vos opérations, bien que vous deviez envisager encore plusieurs mois de rééducation pour votre jambe. Quel est le calendrier pour la sortie? A demandé Marcus, toujours pragmatique. Encore une semaine ici je pense, puis un transfert vers un centre de rééducation pour une thérapie physique intensive. Après cela, vous aurez besoin d'une aide importante à domicile et d'une thérapie ambulatoire. Elle m'a regardé directement. Avez-vous réfléchi à votre situation de logement? Votre appartement est au 3e étage sans ascenseur, c'est bien cela. J'ai hoché la tête, la réalité de ma nouvelle situation s'imposant à moi. Ma vie indépendante devait être reconstruite de fond en comble. J'ai cherché des appartements au rez-de-chaussée avec des aménagements pour l'accessibilité, a dit Marcus. Il y a un nouvel immeuble à environ 10 minutes de ton bureau avec des logements conçus pour les personnes à mobilité réduite. C'est un peu plus cher, mais l'indemnisation de l'accident devrait largement le couvrir. Mes parents ont fait des apparitions sporadiques durant cette période, chaque visite étant plus courte et plus embarrassante que la précédente. Il apportait les cadeaux attendus, des fleurs, des magazines, des vœux de rétablissement banal. Mais sous la surface, un changement fondamental s'était produit. Je ne jouais plus le rôle du fils compréhensif et autonome qui n'attendait rien. J'exigeais de la reconnaissance, du respect et de la considération, des choses qu'il semblait bien en peine de fournir. Lors d'une visite particulièrement tendue, mon père a tenté de reprendre le contrôle. Ta mère et moi avons parlé. Une fois que tu seras sorti, tu devrais venir t'installer chez nous. Nous pouvons transformer le bureau du bas en chambre jusqu'à ce que tu sois sur pied. J'ai échangé un regard avec Marcus, qui examinait les documents d'assurance avec moi. Je vous remercie pour l'offre, mais j'ai déjà pris des dispositions. Quelle disposition? A demandé ma mère sur un ton laissant entendre qu'aucune disposition ne pouvait être adéquate sans son implication. J'ai loué un appartement accessible près de mon bureau. Jason et des amis m'aideront pour le déménagement. J'ai aussi organisé une assistance médicale à domicile par le biais de mon assurance. Mais nous sommes tes parents, a insisté ma mère. C'est notre rôle de prendre soin de toi quand tu es malade. L'ironie de cette déclaration après leur absence de 5 jours a plané dans l'air entre nous. Où était ce sentiment quand j'étais aux soins intensifs à vous appeler, ai-je demandé doucement. Le visage de mon père s'est durci. Nous nous sommes excusés pour cela, Garrett. À plusieurs reprises. Combien de temps vas-tu nous punir? Ce n'est pas une punition, ai-je expliqué, gardant mon calme. C'est une conséquence. La confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas immédiatement parce que l'on s'excuse. Elle doit être reconstruite par des actions cohérentes dans le temps. En ce moment, je dois me concentrer sur ma récupération physique sans le stress émotionnel de nos problèmes non résolus. Ils sont partis peu après, ma mère en larmes, mon père dans un silence de marbre. L'infirmière Tania, qui avait assisté à l'échange, a secoué la tête en venant vérifier mes constantes. La famille est compliquée, a-t-elle observé. À mesure que mes forces physiques revenaient progressivement, je me suis retrouvé à reprendre contact avec des membres de la famille élargie qui avaient été tenus à distance au fil des ans. Le frère de ma mère, mon oncle Philippe, m'a rendu visite après avoir entendu parler de l'accident par les canaux familiaux. Il n'a pas apporté de fleurs ni de platitudes, mais de la franchise. Ta grand-mère Hélène avait vu venir les choses. Tu sais, m'a-t-il dit, installé confortablement dans le fauteuil des visiteurs. La façon dont tes parents se focalisaient sur Bridget à tes dépens, cela lui brisait le cœur. C'est pour cela qu'elle a créé cette fiducie pour toi en privé. Tu savais pour la fiducie, ai-je demandé, surpris. Il a hoché la tête. Hélène et moi étions proches. Elle s'est confiée à moi sur ses inquiétudes à ton sujet. Elle reconnaissait cette dynamique malsaine, mais se sentait impuissante à la changer directement sans provoquer de rupture familiale. La fiducie était sa façon de s'assurer que tu aurais des ressources qui ne pourraient pas être redirigées vers Bridget. Cette conversation a ouvert une porte sur l'histoire familiale que je n'avais jamais pleinement comprise. L'oncle Philippe a partagé des histoires sur l'enfance de ma mère,
sa relation compétitive avec ses sœurs, et comment mon grand-père l'avait peut-être favorisé d'une manière qui avait façonné son propre style parental. Rien de tout cela n'excusait ce qui s'était passé, mais cela fournissait un contexte, les schémas générationnels qui avaient contribué à notre dysfonctionnement familial. 3 semaines après l'accident, j'ai été transféré dans un centre de rééducation où le véritable travail de récupération a commencé sérieusement. 6 heures de thérapie quotidienne et physique, ergothérapie, parfois psychologique me laissaient épuisé mais déterminé. Chaque petite amélioration devenait une victoire à célébrer, la première fois que j'ai marché 3 mètres avec des béquilles plutôt qu'avec un déambulateur, le jour où j'ai réussi à me doucher sans aide, le matin où j'ai pu m'habiller complètement tout seul. Tout au long de cette période, Marcus a continué son double rôle de défenseur juridique et d'ami. La poursuite contre le conducteur qui m'avait percuté progressait favorablement, sa compagnie d'assurance proposant un règlement substantiel plutôt que d'affronter un procès. Marcus a négocié avec brio, s'assurant que le montant couvrirait non seulement mes frais médicaux, mais compenserait également la douleur et la souffrance. Ils offrent 1,5 million, m'a-t-il informé un soir, me montrant le dernier courrier. C'est une bonne offre compte tenu des circonstances. Le conducteur avait une excellente couverture d'assurance, et ils sont impatients de régler l'affaire rapidement pour éviter qu'un jury ne voie directement tes blessures. La somme était stupéfiante, changeant ma vie en combinaison avec la fiducie de ma grand-mère. « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» ai-je demandé, faisant confiance à son jugement. « Accepte », a-t-il dit sans hésitation. « C'est une compensation équitable, et cela te donne des options. Tu peux prendre un congé prolongé de ton travail si nécessaire, améliorer ton logement de manière permanente, ou même envisager un changement de carrière si tes priorités ont changé après cette expérience. » Les options. Le mot résonnait profondément. Pendant si longtemps, je m'étais senti contraint par les attentes et les dynamiques familiales, me modelant pour correspondre au rôle qui m'était assigné. À présent, paradoxalement, les limites physiques avaient ouvert de nouvelles possibilités pour redéfinir ma vie selon mes propres termes. À l'approche de ma sortie de rééducation, l'infirmière Tania de l'hôpital est venue me rendre visite, à ma grande surprise, sur son jour de congé. « Je voulais voir comment tu allais » a-t-elle expliqué, m'offrant une petite plante, quelque chose qui pousse et devient plus fort chaque jour, comme toi. Sa visite a mis en lumière quelque chose d'important, comment des inconnus étaient devenus des liens significatifs à travers cette épreuve. Le docteur Winter s'appelait périodiquement pour suivre mes progrès. Les kinésithérapeutes qui m'avaient accompagné durant les premiers jours les plus douloureux célébraient chaque étape comme s'il s'agissait de leur propre victoire. Ces professionnels de santé avaient été les témoins de ma plus grande vulnérabilité et m'avaient montré un soutien plus constant que mes propres parents. La veille de ma sortie de rééducation, Bridget est revenue me voir, cette fois avec des nouvelles. « Je vois un thérapeute 2 fois par semaine », a-t-elle dit avec un sérieux inhabituel. Elle pense que j'ai peut-être des tendances narcissiques qui ont été renforcées par notre dynamique familiale. J'ai haussé un sourcil mais n'ai rien dit. « Ne me regarde pas avec cet air choqué », a-t-elle dit avec un petit rire. Même moi, je le vois maintenant. Ce n'est pas entièrement de ma faute. Maman et papa ont créé ce monstre, mais j'essaie de faire mieux. Elle a hésité. J'ai trouvé mon propre appartement, au fait. J'ai refusé l'offre de maman et papa de payer pour cela. J'ai trouvé un travail dans une galerie pour subvenir à mes besoins. C'est impressionnant, ai-je reconnu, sincèrement surpris. Elle a haussé les épaules. Manquer de perdre son frère, ça pousse à revoir certaines choses. Et puis, il s'avère que des murs écrus, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Elle a tenté un sourire qui contenait autant d'humour que de honte. Alors que je me préparais à quitter le centre de rééducation pour mon nouvel appartement accessible, j'ai réalisé que même si mon corps était encore en train de guérir, une guérison plus profonde avait déjà eu lieu. L'accident avait brisé plus que des os. Il avait brisé la façade des obligations familiales qui m'avaient contraint pendant 27 ans, permettant à quelque chose de plus authentique d'émerger des décombres. Lors de mon dernier jour, le personnel de rééducation s'est réuni pour me souhaiter bonne chance. Mon kinésithérapeute Brad m'a serré fermement la main. N'oublie pas, la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des bons et des mauvais jours. Mais tu as fait preuve d'une résilience remarquable, Gareth. Tu vas t'en sortir. Je l'ai cru, non seulement pour ma guérison physique, mais pour tout le reste également. Alors que Jason et Marcus m'aidaient à monter dans la voiture qui allait m'emmener vers ma nouvelle maison,
j'ai regardé l'établissement qui avait été ma maison pendant le mois écoulé et j'ai ressenti non pas de la tristesse, mais de l'impatience. La route à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle serait véritablement la mienne. 6 mois après que le SUV a brisé mon corps et mes illusions sur la famille, je me tenais sans béquille dans mon nouvel appartement du rez-de-chaussée, regardant la pluie de Seattle tracer des motifs sur les baies vitrées. Les cicatrices physiques demeuraient, une légère claudication qui devenait plus prononcée lorsque j'étais fatigué, des cicatrices chirurgicales dessinant le traumatisme sur ma peau, et des douleurs occasionnelles qui se réveillaient avec les changements de temps. Mais ce n'était que des repères extérieurs d'un voyage qui m'avait transformé de l'intérieur. L'argent de l'indemnisation, combiné à la fiducie de ma grand-mère, m'avait offert le luxe d'un congé médical prolongé et d'un espace de vie confortable conçu pour l'accessibilité. L'appartement offrait des portes plus larges pour le fauteuil roulant dont j'avais encore parfois besoin les mauvais jours, une douche à l'italienne et un plan ouvert qui éliminait les obstacles de mon précédent logement. Plus important encore, il représentait un nouveau départ, un espace vierge de tout schéma ancien ou d'attente. Ma relation avec mes parents avait évolué vers quelque chose de soigneusement structuré. Nous nous parlions 2 fois par mois au téléphone, nous nous retrouvions pour déjeuner environ 1 fois toutes les 6 semaines et nous maintenions des interactions cordiales mais limitées. Ils avaient fait des efforts pour reconnaître le dysfonctionnement. Ma mère avait même assisté à 2 séances de thérapie avec moi avant de déclarer qu'il était inutile de s'attarder sur le passé. Mais un changement profond demeurait insaisissable. J'avais accepté le fait qu'il ne comprendrait ou ne validerait jamais pleinement mon expérience, et curieusement, cette acceptation m'avait libéré. Bridget, contre toute attente, était celle qui avait le plus évolué. Sa thérapie se poursuivait et elle avait préservé son indépendance malgré les offres répétées de soutien financier de nos parents. Nous nous retrouvions chaque semaine pour un café, reconstruisant une relation qui n'avait jamais vraiment existé auparavant, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur les rôles attribués durant notre enfance. Elle avait récemment commencé à fréquenter un interne en psychiatrie rencontré par l'intermédiaire de son thérapeute, un homme qui l'encourageait dans son travail d'introspection. « Il ne me laisse pas tout ramener à moi », m'avait-elle confié lors de notre dernière rencontre. « C'est agaçant mais c'est bien pour moi, je suppose. » La poursuite contre le conducteur distrait avait été réglée des mois auparavant, l'argent constituant un filet de sécurité qui m'avait permis de repenser mes priorités professionnelles. Après des discussions avec la direction de mon entreprise, j'avais quitté mon rôle précédent pour diriger une nouvelle initiative développant des fonctionnalités d'accessibilité pour nos logiciels. Inspiré directement de mon expérience de personne temporairement handicapée naviguant dans un monde souvent inaccessible. Votre accident finira peut-être par aider des milliers de personnes, m'avait fait remarquer mon patron lorsque j'avais présenté l'initiative. Parfois, les innovations les plus significatives proviennent d'expériences personnelles. Cette nouvelle orientation avait donné un sens à ma douleur, la transformant d'un simple événement subi en un outil pour créer un changement positif. J'avais même commencé à m'exprimer lors de conférences sectorielles sur la conception de l'accessibilité, partageant ma perspective à la fois en tant que développeur et utilisateur de technologies adaptatives. Marcus restait une présence constante, notre amitié s'étant approfondie dans le creuset de la crise que nous avions traversée ensemble. Les aspects juridiques de mon dossier étaient réglés depuis longtemps, mais notre lien s'était étendu au-delà des limites professionnelles. Il me rejoignait pour dîner la plupart des vendredis, une tradition qui s'était élargie pour inclure Jason, Tania qui était restée en contact après mon séjour à l'hôpital et d'autres amis qui s'étaient manifestés quand cela importait le plus. Ce soir-là, alors que je préparais cette réunion hebdomadaire, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours des 6 derniers mois et aux leçons qu'il m'avait enseignées, des leçons durement acquises par la douleur et la convalescence. La première était la nécessité de se défendre soi-même. Pendant trop longtemps, j'avais accepté d'être ignoré, j'avais intériorisé le message que mes besoins étaient secondaires. L'accident m'avait forcé à exiger de la visibilité, à insister sur le fait que mon urgence méritait la priorité. Cette compétence s'était traduite dans d'autres domaines de ma vie, au travail, dans mes amitiés, dans mes choix médicaux. J'avais appris à m'exprimer sans m'excuser, à revendiquer l'espace et les soins que je méritais. La deuxième était la prise de conscience profonde que les liens du sang ne contraignaient pas à supporter des abus ou de la négligence. La famille devrait se mesurer aux actes, et non à la simple connexion génétique. Mes parents avaient échoué à un test fondamental de la parentalité et être présents dans la crise, et cet échec avait définitivement altéré notre relation, sans y mettre fin, mais en la transformant d'une obligation incontestable en un choix conditionnel. La troisième était la façon dont la crise révélait les véritables priorités des gens.
Mes parents avaient montré les leurs en choisissant des couleurs de peinture plutôt que mon chevet d'hôpital. Mais d'autres s'étaient révélés également, Marcus abandonnant tout pour être mon défenseur, Jason organisant un soutien pratique parmi nos collègues, Tania prenant de mes nouvelles bien après la fin de ses obligations professionnelles. La crise dépouillait des faux-semblants, ne laissant que l'attention authentique ou son absence. La quatrième était l'importance des protections juridiques, même avec la famille. L'action immédiate de Marcus pour sécuriser mes prises de décision médicales s'était révélée prévoyante. Bien qu'aucune autre urgence ne soit survenue, la tranquillité d'esprit de savoir que mes soins seraient dirigés par quelqu'un qui avait fait preuve d'un intérêt sincère était inestimable. La cinquième était de trouver de la force dans la vulnérabilité. Pendant des années, je m'étais enorgueilli de ne rien demander, de n'avoir besoin de rien, de n'attendre rien. L'accident m'avait rendu complètement dépendant, incapable d'effectuer les soins personnels les plus basiques pendant des semaines. Dans l'acceptation de l'aide et le fait de laisser les autres voir ma faiblesse et mes besoins, j'avais découvert une force différente. La vulnérabilité avait créé un espace pour des relations authentiques. Enfin, et c'est peut-être le plus important, j'avais appris à construire ma famille par choix plutôt que par naissance. Les personnes qui se réunissaient chez moi ce soir représentaient une constellation de bienveillance qui s'était formée autour de moi lorsque les liens biologiques s'étaient révélés insuffisants. Ils n'avaient aucune obligation d'être là, et pourtant ils le faisaient systématiquement avec une aide pratique, un soutien émotionnel et une présence sans exigence. La sonnette a retenti, interrompant mes pensées. Marcus est arrivé le premier, apportant son offrande traditionnelle de bière artisanale et de fromage gastronomique. Jason a suivi peu après avec sa petite amie, Alicia, qu'il avait rencontrée dans la salle d'attente de l'hôpital pendant mes opérations. Tania a apporté du pain fait maison, accompagnée de son mari David. 2 collègues de travail ont complété notre assemblée, l'appartement se remplissant de conversations et de rires. Alors que nous nous installions autour de la table à manger, j'ai regardé ces gens qui étaient devenus ma famille choisie et j'ai ressenti une plénitude qui n'avait rien à voir avec l'obligation et tout à voir avec une connexion authentique. L'accident qui avait failli me coûter la vie m'en avait ironiquement offert une nouvelle, construite non pas sur les fondations fragiles des attentes familiales, mais sur le sol solide d'une bienveillance démontrée par les actes. Mon téléphone a vibré, signalant un SMS de ma mère, « J'espère que tu vas bien. Papa et moi pensons à toi. Bridget a eu une promotion à la galerie aujourd'hui. Appelle quand tu peux. » J'ai posé le téléphone sans répondre immédiatement. J'appellerai demain pour maintenir la relation cordiale que nous avions établie. Mais ce soir appartenait à ceux qui avaient mérité leur place dans mon cercle intime par leurs actions, et non par simple lien de parenté. Un toast, a suggéré Marcus en levant son verre. À Gareth, toujours debout malgré tout. À notre famille de cœur, ai-je répliqué en levant mon propre verre. Et à la construction d'une vie définie par l'amour plutôt que par l'obligation. Alors que les verres s'entrechoquaient et que les sourires s'échangeaient, je me suis senti profondément reconnaissant pour le douloureux voyage qui avait mené à ce moment de connexion authentique. Parfois, la guérison la plus profonde ne vient pas d'un retour à ce qui était, mais de la création de quelque chose de totalement nouveau à partir des morceaux brisés. Je me suis souvent demandé combien d'autres personnes vivent dans des dynamiques familiales où leurs besoins passent constamment au second plan. Combien attendent qu'une crise vienne révéler ce qui aurait dû être évident depuis le début. Si mon histoire résonne en vous, sachez que vous méritez d'être vu, d'être prioritaire, d'être aimé, non pas pour ce que vous pouvez endurer, mais pour ce que vous êtes. Parfois, la chose la plus difficile mais la plus nécessaire est d'arrêter d'accepter des miettes d'attention et d'exiger le respect et la bienveillance que vous méritez. Si cette histoire a réveillé quelque chose en vous, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour d'autres expériences de vie réelle. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec votre famille ou découvert qui se montre réellement présent lorsque la crise survient? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul dans son combat. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois, la famille qui compte le plus est celle que l'on construit, pas celle dans laquelle on est.